Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle conférence du Cœur des Sciences. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Avant de vous présenter nos intervenants de ce soir, je vais remercier notre partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, qui nous soutient pour toute notre programmation. Et je souligne aussi évidemment le travail de toute l'équipe du Cœur des Sciences qui vous a accueillis ce soir. Donc mes deux grands merci pour commencer. Nous recevons donc aujourd'hui les auteurs du livre « Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle ». Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit que ça faisait un petit peu peur comme titre, mais alors je veux vous rassurer, une fois que vous avez passé le titre, que vous commencez à feuilleter le livre, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible, et vous allez voir que nos deux intervenants le sont aussi énormément. Alors ce soir, ils vont vous parler des grandes thèses développées dans leur ouvrage. Vous aurez donc avec vous Jonathan Martineau. Il est professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université Concordia. Il enseigne l'histoire de la philosophie. Il est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur le temps, la technologie et le capitalisme. Il est co-chercheur à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Il sera avec Jonathan Durand-Folco, philosophe, professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et Jonathan s'intéresse tout particulièrement à la démocratie participative, à la transition socio-écologique et aux algorithmes. Alors, la conférence de ce soir se fera plutôt en mode discussion. Vous allez voir, les deux fauteuils vont être occupés derrière moi. Elle va durer à peu près une cinquantaine de minutes et par la suite, on aura une période d'échange. Donc, on a installé 2 micros de chaque côté de la salle. Il vous suffira de vous lever et de vous poser les questions. Je distribuerai la parole au fur et à mesure. Alors, évidemment, je vous demande de poser des questions de manière la plus concise possible pour qu'on puisse passer le plus de monde possible. Enfin, la soirée de ce soir est filmée. Vous avez vu des caméras. Donc, on filme seulement les conférenciers. Vous ne l'êtes pas. Nous allons aussi enregistrer la période de questions. Si jamais ça vous pose problème, venez me voir et puis on pourra couper au montage la partie où vous intervenez. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai présenté les intervenants, donc je vais les inviter à monter sur scène. Alors nous avons d'abord Jonathan Durand-Folco et Jonathan Martineau. Bonne conférence. Merci beaucoup. Est-ce que le son est bon? Vous entendez bien? Vous entendez, 1, 2, parfait. Parfait. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, en fait, on va vous entretenir durant environ 1 heure pour ensuite passer à la période de discussion autour d'un sujet extrêmement important de notre époque qui touche nos relations au monde, aux autres et à nous-mêmes en lien avec les technologies numériques et plus précisément les technologies algorithmiques. Donc, ça peut avoir l'air d'un terme un peu obscur, mais les technologies algorithmiques, c'est un ensemble d'outils, de dispositifs, de systèmes automatisés qui rentrent dans la grande catégorie de l'intelligence artificielle. Donc, on aurait pu dire le titre de notre livre « Intelligence artificielle ». Donc, on va vous entretenir en fait sur certaines idées et intuitions qu'on a élaborées dans cet ouvrage. Ça a été présenté au début, qui s'appelle « Le capital algorithmique ». Pourquoi on a utilisé le terme « capital algorithmique » plutôt qu'intelligence artificielle? On utilise le mot IA ou intelligence artificielle dans le livre, mais pour nous, en fait, dès les premières pages du livre, on fait un peu des mises en garde parce que quand on parle d'intelligence artificielle, entre guillemets, c'est que ça peut prêter à confusion. Il y a parfois, lorsqu'on a vu l'arrivée de ChatGPT notamment, que vous avez probablement entendu parler, voire utiliser, ou vous utilisez peut-être assez souvent. Il y a beaucoup d'autres outils qui se sont développés dans les 2-3 dernières années qui sont extrêmement impressionnants. En fait, ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais maintenant, peut-être que je pourrais perdre mon emploi, peut-être que ces robots, ces différents assistants personnels vont pouvoir en quelque sorte remplacer l'être humain dans des processus, dans des décisions importantes de nos vies ou autre chose. Puis intelligence aussi. Il y a aussi cette crainte-là qui est présente dans l'industrie du numérique, qui est présente parmi les scientifiques, parmi les philosophes, que peut-être avec la vitesse du progrès technologique, on pourrait arriver à développer une super intelligence, ou on appelle parfois l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire en fait un super ordinateur qui serait capable en quelque sorte de dépasser les facultés humaines dans toutes les sphères. Et éventuellement, peut-être dans le pire des scénarios envisageables, cette super intelligence pourrait en quelque sorte s'émanciper de notre contrôle, être en quelque sorte capable de déjouer
les paramètres pour lesquels on l'a programmé, et elle pourrait se retourner contre nous, voire dominer le monde ou éradiquer l'humanité. Donc, ça peut avoir l'air un peu d'un récit de science-fiction, des films que vous avez peut-être vus dans votre passé ou assez récemment, Terminator, The Matrix, ainsi de suite. Mais il y a vraiment des chercheurs très sérieux, financés avec des millions de dollars de fonds de recherche, issus de différents fonds, qui travaillent sur ces enjeux-là. Et là, pour nous, en fait, ce n'est pas le cœur du problème. On essaie de dédramatiser la situation. On dit qu'on n'est pas encore rendu là en termes de capacité technologique, mais c'est aussi un discours qui est parfois un discours de peur qui nous détourne des impacts concrets des outils d'intelligence artificielle qui peuvent déjà avoir sur nos vies, bien avant l'arrivée de ChatGPT. Donc, on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Autre chose aussi, quand on parle d'intelligence, ça peut dire, bien, on dit souvent que ChatGPT nous parle ou qu'il est capable de comprendre, d'interpréter. On veut, par exemple, prêter certaines formes d'intention à des outils numériques automatisés. Et ça, en fait, il y a un biais qu'on appelle un biais anthropomorphique, c'est-à-dire on va prêter une forme humaine à des objets qui sont inanimés. Et c'est une genre de chose qu'on voit, en fait, à l'œuvre, qu'on peut avoir une conversation avec un robot. On se dit, mais on dirait que la chose ou la personne ou l'entité avec laquelle j'interagis est capable de comprendre, d'avoir des émotions, est capable de faire des choses. Et là, ça pose la question, est-ce qu'elle est capable de comprendre ou avoir des formes de conscience? Et pour nous, en fait, on dit que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est réellement intelligent. Certes, ça dépend comment on définit l'intelligence. Si c'est une capacité de calcul qui est capable de résoudre des équations complexes ou d'arriver à certains résultats, alors oui, peut-être, comme ma calculatrice qui est capable de faire des multiplications que je suis incapable de faire, elle est intelligente. Mais on sait que c'est des processus automatisés. Donc, il y a la question de l'intelligence que nous, on veut dédramatiser en disant que l'intelligence, telle qu'on le comprend d'un point de vue humain, ça comprend un corps, on doit avoir des émotions, il y a l'intelligence intellectuelle, cognitive, émotionnelle, physique. Donc, il y a plein de formes d'intelligence possibles qu'on peut avoir. Et souvent, il ne faut pas mettre trop d'intention dans ces différents outils. Il ne faut pas penser qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, ça, c'est une des choses. Deuxième chose aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, le mot artificiel, c'était comme si on était capable d'imiter l'intelligence humaine à partir de processus purement automatisés. Ce qui est en partie le cas, c'est des processus automatisés, mais souvent, ce que ça invisibilise, ce que ça met de côté, c'est que pour faire fonctionner ces outils algorithmiques, ça prend des êtres humains derrière qui le font fonctionner. Puis on va en discuter un peu, ça a été un thème de la conférence d'aujourd'hui, la question du travail humain, qui n'est pas en voie d'être éliminé complètement par l'intelligence artificielle, mais qu'on a toujours besoin d'êtres humains. Non seulement pour entraîner les intelligences artificielles basées sur l'apprentissage automatique, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de données produites par les humains, données comportementales, données de texte, d'images, de vidéos qu'on a produites nous-mêmes comme êtres humains, et sont entraînés pour être capables d'imiter, de reconnaître certains patterns, faire différentes inférences, être capable de deviner ce qui pourrait être le prochain mot, par exemple. Comme quand on utilise notre téléphone intelligent, et là, on est en train d'écrire des mots, et là, il vous suggère les 2-3 mots prochains probables que vous pourriez utiliser. C'est la même chose avec l'IA générative, qui est basée sur des larges modèles de langage, des Large Language Models. C'est des modèles prédictifs extrêmement puissants, mais qui sont en quelque sorte là pour automatiser des choses qui ont été produites par des êtres humains. Et même pour faire fonctionner ça par la suite, ça prend des gens qui les programment, qui travaillent souvent dans des boîtes d'informatique, dans l'industrie du secteur numérique, mais ça prend aussi du travail humain derrière. Pour prendre juste un exemple avec ChatGPT, lorsque vous lui posez des questions pour, par exemple, est-ce que vous pouvez me raconter une blague sur les blondes ou sur les noirs ou sur les juifs, il va vous dire, ah, je ne peux pas raconter de blague sur ça, peut-être ça peut être offensant ou éthique. Il y a des gens qui disent, mais c'est un peu une intelligence artificielle woke, où elle est un peu, en quelque sorte, encadrée par une forme de programmation. Mais pour faire ce travail-là, on a dû employer, à travers une autre compagnie, OpenAI, qui est l'entreprise privée derrière ChatGPT, ils ont engagé une autre compagnie qui a embauché des milliers de travailleurs du Kenya à 2 de l'heure pour être exposés à longueur de journée à des propos horribles, haineux, racistes et autre chose, à des images, à des vidéos, pour étiqueter différentes données, pour entraîner les intelligences artificielles. Et ça, en fait, c'est un travail humain sous-payé qui est souvent externalisé, c'est-à-dire déplacé à l'autre bout du monde. Et tout ce travail humain-là, cette infrastructure-là, c'est essentiel pour faire fonctionner les systèmes algorithmiques. Et c'est pour ça que pour nous,
Ce n'est pas vraiment une intelligence purement artificielle parce qu'il y a toujours de l'être humain dans la loupe. Il y a toujours des gens qui sont là pour entraîner les intelligences artificielles, puis plus on va automatiser de choses, plus qu'on va mettre de l'IA dans des processus, plus qu'on va avoir besoin d'êtres humains pour faire le travail d'étiquetage de données, le travail du clic. On va en glisser un mot par la suite. Donc, c'est juste pour dire, certes, il y a des systèmes automatisés, certes, ils peuvent avoir l'air intelligents, mais l'intelligence, ça ne se réduit pas à des processus automatisés et ce n'est pas quelque chose qui est purement artificiel. Il y a toujours des êtres humains derrière. Et aussi, on parle, l'IA est capable de faire ça. Mais souvent, c'est l'entreprise privée qui a collecté des données à partir d'êtres humains et c'est l'entité qui est derrière l'intelligence artificielle qui nous intéresse davantage. Donc ça, peut-être avant de passer la parole à mon collègue, le cœur de notre ouvrage, notre intuition de base, c'est que pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment elle se déploie dans la société, qui la produit, la contrôle, qui va bénéficier de l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'elle se développe aussi vite à l'heure actuelle, on est obligé d'aller interroger en quelque sorte les processus économiques, disons, qui sont en arrière-plan et qui sont sous-jacents au développement du progrès technologique. Autrement dit, pour nous, on ne peut pas comprendre comment fonctionne ou se déploie l'intelligence artificielle et ses conséquences sur la société en faisant abstraction du système économique dans lequel on vit. C'est pourquoi, pour nous, pour comprendre l'IA, on doit comprendre le capitalisme et comment il est reconfiguré à partir de l'intelligence artificielle. Et ça nous amène à un autre point aussi. On est en débat, en discussion dans notre livre avec d'autres auteurs qui s'est beaucoup intéressé aux théories critiques du système économique. Courant influencé par Marx, par Keynes, par des économistes critiques et autres, qui s'intéressent, par exemple, au néolibéralisme, à la mondialisation économique, à différents processus, mais qui vont, la plupart du temps, en fait, de ce qu'on a lu, vont ignorer le facteur technologique de l'intelligence artificielle et des développements techniques qui ont reconfiguré le système économique à grande échelle dans les 15 à 20 dernières années. C'est comme si les gens qui s'intéressent au capitalisme dans les sciences humaines sociales ne s'intéressent pas beaucoup à la technologie et à l'inverse, les gens qui s'intéressent à cette éthique de l'intelligence artificielle, les impacts qu'elle peut avoir, ils ne prennent pas souvent en considération la question du système capitaliste. Donc, on va définir ce qu'on entend par là après. Mais pour nous, en fait, on doit absolument lier les deux choses pour être capable d'avoir une vision holistique, multidimensionnelle de ce qui se passe. C'est pourquoi notre livre, le titre qu'on a trouvé, c'est « Le capital algorithmique ». Donc, pour nous, en fait, c'est un double processus. En fait, c'est une logique économique basée sur des processus automatisés, entre autres, qui permet de générer des profits. Donc, ce qu'on appelle le capital algorithmique, c'est une nouvelle façon de créer la richesse, de valoriser des données personnelles. On va y arriver plus tard. Puis, c'est aussi une certaine façon d'utiliser les intelligences artificielles en vue de faire des profits. Et pour comprendre l'IA, on doit comprendre comment fonctionne l'économie et inversement. Donc, c'est vraiment ça le cœur de notre ouvrage. Donc, pour peut-être passer la parole à mon collègue ici, on va faire une forme de conversation un peu. On va davantage voir, mais pourquoi ce développement-là s'est fait dans les 20 dernières années ou dans les 10, 15 dernières années? Comment on peut situer cette nouvelle phase du système économique dans lequel on est? Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase ou c'est le même vieux système économique qui fait juste remplacer, par exemple, les énergies du charbon par le pétrole, puis maintenant par l'intelligence artificielle? Y a-t-il quelque chose de nouveau dans cette chose-là? C'est une question qui nous ont profondément interrogés dans le cadre de notre ouvrage. Donc, je vous laisse la parole à l'instant. Oui. Bien, je pense que mon collègue a quand même bien mis la table sur le plan de la connexion entre la question du déferlement technologique qu'on a vécu, disons, dans les 20 dernières années. Je ne sais pas pour vous, là, moi, je suis au début de ma quarantaine, je me rappelle de mon premier téléphone. Je me rappelle dont j'avais fait l'acquisition avec un peu de mépris, une machine qui va me suivre partout. Et finalement, mon intuition n'était pas si mal que ça. Mais on se rappelle aussi de la montée des réseaux sociaux, par exemple, d'une certaine économie des plateformes qui s'est mise en place, par exemple Amazon. On se rappelle aussi de la montée fulgurante de Google. C'est tous des développements qui datent d'une vingtaine d'années environ, qui sont en branle depuis une vingtaine d'années. Et l'hypothèse au départ qu'on avait, quand on s'est mis à étudier le déferlement technologique dans nos vies, comme de plus en plus de nos interactions, de nos activités sont médiatisées par des interfaces technologiques, par notre téléphone, par exemple, mais par des écrans, par des objets connectés. Donc, ce déferlement de technologie qui date d'une vingtaine d'années dans nos vies, et au travail également, dans les organisations plus larges aussi de la société, les entreprises, le gouvernement, comment ça correspondait également à une reconfiguration potentielle du système capitaliste. Donc ça, c'est notre côté de théoricien critique, si on veut, qui venait interroger le déferlement technologique comme pas seulement un développement qui est endogène à la technologie,
c'est-à-dire une logique purement d'invention et d'innovation qui est technique, mais qui répond à certains impératifs sociaux, à certains développements économiques, culturels également. Et rapidement, on en vient à cette thèse-là, ou cette grande idée-là générale qui structure notre recherche. Et, comme le mentionne mon collègue, on ne peut pas comprendre l'IA et les nouvelles technologies sans comprendre les changements dans le capitalisme et vice-versa. On parle aussi aux théoriciens critiques qui s'intéressent aux changements dans le capitalisme sans prendre en compte le rôle majeur qui est joué par la technologie maintenant. Donc, ce que je veux faire avec vous, peut-être pour les 10 prochaines minutes, c'est vous raconter un petit peu l'histoire ou le portrait qu'on a dressé de ce basculement-là, de ces grands changements socio-économiques-là dans les 20 dernières années. On en parle en détail dans le livre, mais là, pour les fins de ce soir, je voudrais peut-être résumer une conjoncture historique qui, pour nous, est une conjoncture où émerge un nouveau stade du capitalisme, une nouvelle façon. Donc, on est toujours dans le capitalisme, mais une nouvelle façon dont le capitalisme se configure et configure des relations sociales, des relations économiques. Et je voudrais peut-être évoquer 4 éléments de conjoncture, 4 processus qui ont chacun leur histoire, chacun leur parcours historique, mais qui vont se rejoindre au tournant des années 2010, fin des années 2000, et pour nous, pour créer un mouvement d'entraînement pour vraiment, on assiste depuis 2010 environ à un basculement, à une nouvelle forme de capitalisme. Donc, le premier élément de conjoncture, c'est on s'inscrit dans une littérature qui a conceptualisé la version récente du capitalisme comme un capitalisme néolibéral. Et peut-être que vous avez entendu parler du concept de néolibéralisme. Pour faire court, c'est un mode d'accumulation économique qui est fortement financiarisé, donc qui mobilise des mécanismes d'accumulation des richesses qui ont beaucoup à voir en fait avec la dette des ménages, la dette des organisations, la dette des pays du Sud envers les organisations internationales des pays du Nord, par exemple. Donc, c'est une forme de capitalisme qui est fortement financiarisée. Par exemple, si on prend tous les profits dans l'économie américaine, par exemple, au milieu des années 2010, tous les profits dans l'économie américaine, il y a 42 des profits qui sont générés par le secteur financier. Donc, on a un modèle de capitalisme qui est fortement financiarisé et qui s'est globalisé aussi. C'est l'époque, grosso modo, de 1970 environ jusqu'à 2008, selon nous, où le capitalisme s'est mondialisé, où les économies de marché se sont mondialisées dans les pays du Sud global notamment. Donc, ce modèle-là de néolibéralisme, à notre avis, est un modèle qui est fondamentalement instable, dû à sa grande dépendance envers des processus financiers. Et si vous connaissez un petit peu le monde de la finance et de la spéculation financière, c'est un système économique, une mode de valorisation économique qui est fortement instable. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a des crises financières, par exemple. Et dans l'histoire du néolibéralisme, on voit plusieurs crises financières qui s'enchaînent de façon cyclique, comme si c'était inhérent au système de produire des crises financières, des spéculations, la grande valorisation d'actifs financiers et ensuite des crashs. Donc, le système est instable et le système s'essouffle. Le néolibéralisme s'essouffle. Et jusqu'à la crise, à notre avis, de 2007-2008, vous vous rappelez la grande crise financière de 2007-2008 qui avait été déclenchée par une instabilité sur le plan du secteur immobilier, de la finance immobilière, par exemple. On l'a appelé la crise des subprimes, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est une crise typique du néolibéralisme. Il y en a eu plein avant. Il y a eu la crise asiatique en 1997. Bon, la crise de 2007-2008 était plus importante. Elle s'est mondialisée également. Et pour nous, ça signifie un petit peu l'essoufflement ou la phase terminale du néolibéralisme, qui n'a jamais été très, très performant. Quand on le compare en termes de croissance mondiale, en fait, avec des versions précédentes du capitalisme, la révolution industrielle, par exemple, la période de l'État-providence après-guerre, de 1945 à 1970, ces périodes-là, le capitalisme crée plus d'emplois et génère plus de richesse et de croissance au niveau mondial. La période néolibérale est un peu faible en termes de ces indicateurs-là. Le modèle s'essouffle et la crise, finalement, terminale, à notre avis, du néolibéralisme a lieu en 2007-2008. C'est-à-dire que le capitalisme, pour se régénérer, va devoir trouver des nouvelles manières de créer de la richesse, des nouvelles manières de valoriser certains actifs, et notamment les actifs financiers vont être un petit peu plus quand même régulés par les États suite à la crise financière, et la rentabilité sur investissement des produits financiers va aller en déclinant. Donc, on a un contexte ici où on cherche des nouvelles formes de valorisation pour les investissements, pour ce qu'on appelle le capital, qui est autour de 2009-2010. Donc ça, c'est le premier élément de conjoncture. Le deuxième élément, je vais seulement le mentionner maintenant, et mon collègue va aller un petit peu plus en détail par la suite. Je voudrais vous le présenter comme une façon inédite de faire l'argent. C'est un peu simple comme ça, c'est plus compliqué dans les faits, mais je pense qu'on peut l'expliquer comme ça, puis quand même bien voir l'idée. Vous avez probablement entendu parler ou entendu des expressions comme l'économie des données.
l'économie de la surveillance. Hein, il y a une autrice, Shoshana Zuboff, qui a écrit un grand livre qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance ». C'est une nouvelle forme de valorisation de certains actifs économiques qui s'est mise en place au tournant des années 2000. Je vais vous l'expliquer brièvement et mon collègue va y revenir plus en détail. Google est le pionnier. C'est Google qui, les premiers, ont trouvé une façon de valoriser l'information, les données qui sont extraites des utilisateurs de leur plateforme. Je vous donne un exemple très rapide. Quand vous connaissez tous et toutes le moteur de recherche de Google où on peut faire des recherches. Quand on fait une recherche Google, on entre des données dans le moteur de recherche. Pas seulement les mots qu'on utilise, qui sont des mots-clés, mais par exemple l'orthographe. Est-ce qu'il y a des fautes ou non? Est-ce que la requête est longue ou pas? Est-ce qu'il y a de la ponctuation? Donc, il y a au-dessus de 50 à 60 points de données qu'on entre dans une simple recherche Google. Et l'interface de Google, le moteur de recherche, est capable d'extraire ces données-là des recherches et de construire un profil d'utilisateur. Donc, d'accumuler de l'information sur celui ou celle qui fait des requêtes sur le moteur de recherche. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Sur quelle annonce vous passez plus de temps avec votre souris avant de cliquer? Sur quoi vous cliquez effectivement? Tous ces points de données-là peuvent être compilés et former un profil d'utilisateur. Bon, c'est bien beau, ça nous fait des profils d'utilisateurs, ça nous permet d'optimiser notre moteur de recherche et de donner des résultats de recherche personnalisés aux utilisateurs. Mais au départ, Google ne sait pas comment valoriser ça. Comment on fait de l'argent avec ça? C'est quoi le modèle d'affaires? Et ce qui va se passer, grosso modo, à la fin des années 2000, au début des années 2000, il y a la crise du dot-com, la crise de l'économie d'Internet, où Google va recevoir des pressions de ses investisseurs pour monétiser leurs activités parce qu'ils ne font pas d'argent. C'est drôle à dire, il y a 24 ans, Google ne fait pas d'argent. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes compagnies du monde, mais c'est le cas. Et puis la façon de valoriser les données, pour eux, ça va être développer un marché publicitaire, c'est-à-dire de vendre des publicités ciblées à des annonceurs sur leur moteur de recherche, quelque chose avec lequel vous êtes familière aussi aujourd'hui. Quand on fait des recherches sur Google, il y a des résultats commandités, par exemple. Donc, on va vendre des informations, des profils d'utilisateurs à des annonceurs qui vont nous payer pour avoir accès à des positions de publicité sur le moteur de recherche. Donc, c'est une des premières façons, si on veut, de valoriser les données, de transformer les données qu'on a extraites des utilisateurs en argent, en produits qu'on peut vendre à des clients, à des annonceurs dans cet exemple-là. Ce modèle-là de valorisation des données est inédit. Donc, c'est une nouvelle façon de faire l'argent si on est capable d'extraire des grandes quantités de données, de les traiter avec des processus algorithmiques, de construire des profils utilisateurs. On peut monétiser par la suite ces activités-là. Et Google est le pionnier, mais ça ne va pas rester à Google. L'ensemble de l'économie des plateformes qui extrait des données des utilisateurs va répliquer, si on veut, ou imiter ce modèle-là. Facebook est l'autre grand joueur qui va émerger, qui va monopoliser le marché de la publicité par la suite, en étant capable d'extraire comme ça des informations, des données, et de construire des produits prédictifs, des produits informationnels, en fait, qui ont une valeur sur le marché. Ça, c'était le deuxième élément de la conjoncture. Donc, vous voyez là, l'histoire que j'essaie de vous conter, le néolibéralisme s'essouffle. C'est moins en moins facile de valoriser l'économie simplement à partir de transactions financières. Et là, il y a cette nouvelle façon de valoriser des actifs qui se membranlent un petit peu en même temps. Des processus qui ne sont pas reliés, mais qui vont se conjoindre, venir ensemble, si on veut, au début des années 2000. Troisième élément de la conjoncture, et vous allez voir, ça découle des deux premiers aussi, c'est, surtout depuis le milieu des années 2000, mais depuis beaucoup plus les années 2010, la montée de ce qu'on appelle les GAFAM. J'imagine que vous êtes familière avec l'expression les GAFAM, ça réfère aux 5 grandes compagnies numériques américaines, Google, Amazon, Facebook, qui est maintenant Meta, Apple et Microsoft. Donc, c'est les 5 grands de la tech, on les appelle les GAFAM, et ces compagnies-là, sauf Microsoft, sont des compagnies assez récentes dans leur création, qui ont été fondées, certaines dans les années 90, d'autres dans les années 2000, mais qui ont commencé à être des compagnies importantes sur le plan économique, surtout après la crise financière, en fait, surtout après cette conjoncture-là. Donc, la montée des GAFAM, on peut l'expliquer avec ce modèle d'affaires-là que je viens de vous décrire, qui se répand dans ces compagnies-là. Une nouvelle forme d'actifs, ce n'est pas que ça, évidemment, mais une nouvelle forme de monétisation d'économie des données. Ces compagnies-là, ces plateformes-là vont les mettre en pratique. Ça leur donne une grande capacité à développer des technologies
d'intelligence artificielle et de technologies algorithmiques, parce que pour entraîner des algorithmes, ça prend beaucoup de données. Si on est capable d'en extraire beaucoup, on a une meilleure capacité d'entraînement d'algorithmes. Ça devient les compagnies dominantes dans le secteur des algorithmes et de l'IA aujourd'hui pour cette raison. Et on est capable, avec ce pouvoir technologique-là, d'attirer beaucoup d'investissements. Donc, tous les investissements qui ne peuvent plus, bien, ils vont encore aller dans le monde de la finance, mais moins, parce que c'est un peu moins rentable d'après 2008. Il y a une grande partie de cet argent-là d'investissement, on peut observer les flux d'investissement qui vont se diriger vers la tech. Et les investisseurs particuliers et institutionnels vont investir davantage dans les grandes compagnies de la Silicon Valley. Ça explique leur croissance assez incroyable et fulgurante dans les 10 à 15 dernières années. Donc ça, c'est le troisième élément de contexte. Ces compagnies-là, évidemment, vont s'engager aussi dans des pratiques monopolistiques. Il y a toute une histoire de consolidation de leur pouvoir de marché qui rentre en compte ici, que je voulais simplement mentionner. Mais ça donne lieu à un déferlement dans la société aussi des produits qui sont développés et mis en marché par ces compagnies. Par exemple, les plateformes, Amazon, l'info nuagique aussi, Amazon Web Service ou le Google Cloud, l'info nuagique. Les appareils connectés, Apple, on a tous et toutes des téléphones, des écrans tout autour de nous. Moi, j'ai fait le décompte l'autre fois chez moi, je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai 5 écrans à la maison. Donc, on a beaucoup de ces appareils-là qui ont déferlé dans nos vies, qui ont pris de la place, avec lesquels on interagit quotidiennement également. Pensez à la montée des réseaux sociaux. Pensez à la différence, à l'importance des réseaux sociaux dans la société. Maintenant, comparé à 2005, par exemple, quand on avait MySpace, là, puis Facebook venait d'être lancé, c'est quand même un développement assez fulgurant où les organisations en général également utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Donc, cette montée des GAFAM, cette montée de la technologie dans nos vies est liée, à notre avis, à des changements économiques qui ont eu lieu. Je ne sais pas, Stéphane, si tu peux me montrer le tableau, juste pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire, d'un passage à un nouveau stade du capitalisme dont le fer de lance de la croissance est un peu différent. Si vous voyez derrière moi, à gauche, vous avez le classement des plus grandes compagnies au monde en décembre 2006. Donc, on est juste avant la crise qui, à notre avis, est la crise terminale du néolibéralisme. Et vous voyez, en gros, ce tableau-là, on a des compagnies du secteur de l'énergie. On a une compagnie tech, Microsoft, qui était très en santé déjà à cette époque-là. Et sinon, on a pas mal de compagnies financières aussi. On voit l'importance du secteur financier, un peu de manufacturier aussi, là, Toyota, par exemple. Et regardez le même classement, 16 ans plus tard, juin 2004. Premièrement, on peut s'attarder aux valeurs. Donc, vous voyez, ça, c'est la capitalisation boursière. Donc, ça représente la capacité de ces compagnies d'attirer des investissements. Donc, la valeur totale des actions de ces compagnies, si on veut. Et vous voyez, la valeur monte grandement. Ce n'est pas tant que les autres compagnies ont baissé de valeur, c'est vous voyez la différence d'échelle avec les compagnies tech. Et là, on a un classement où, dans les top 10, on a 8 compagnies de technologie. Les GAFAM sont là. NVIDIA, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une compagnie qui fabrique des puces électroniques. Donc, vous voyez où se situe leur petit pot d'or à eux. TSMC, c'est une compagnie de semi-conducteurs, qui est aussi très, très importante pour l'économie numérique. Donc, à notre avis, ça n'explique pas tout, mais on voit quand même un passage, un changement de ce qui est le fer de lance de l'économie, ce qu'on appelle en anglais le vanguard, donc l'espèce de fer de lance, disons, de la croissance de l'économie capitaliste. On le voit un petit peu reflété dans ce genre de chiffres-là, sur lesquels on se penche dans le livre. Finalement, et je vais être très bref sur le quatrième élément de conjoncture, donc on avait l'essoufflement du néolibéralisme, le nouveau modèle d'affaires dont mon collègue va discuter plus avant tout à l'heure, la montée des GAFAM. Et le quatrième élément, brièvement, c'est effectivement la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a une révolution technoscientifique dans les 15 à 20 dernières années dans les champs de recherche d'intelligence artificielle, qui est très importante de noter, qui, à notre avis, est un élément fondamental de la conjoncture. On parle, par exemple, de nouvelles technologies comme l'apprentissage profond. Peut-être que vous avez entendu parler de l'apprentissage profond, qui est une forme d'apprentissage machine qui date les derniers développements autour des années 2010. Les technologies d'IA vont être l'objet d'investissements majeurs des compagnies de technologie que vous voyez à l'écran sur le côté droit. L'apprentissage profond devient très populaire et va attirer encore plus d'investissements. Peut-être que vous vous rappelez l'épisode autour de 2016, si je ne me trompe pas. Il y a une technologie d'apprentissage profond, une IA, qui va réussir à vaincre le champion mondial du jeu de Go.
un jeu qui est réputé étant tellement complexe que jamais une machine pourrait battre un humain. Donc, le champion du monde de Go, qui s'appelle Lee Sedol, joue un match contre une IA qui s'appelle AlphaGo, et l'IA gagne 4-1. Et ça, c'est vu comme un accomplissement de prouesse technique assez incroyable. Et c'est assez impressionnant. Donc, les intelligences artificielles vont être des technologies qui vont pouvoir accomplir toutes sortes de petites tâches, des prédictions, prédire le prochain mot, comme le disait mon collègue tout à l'heure, la reconnaissance d'images, reconnaissance de son. Donc, on a une capacité d'automatiser une foule de processus. Et si on est capable d'automatiser des processus, on peut intégrer des technologies algorithmiques dans la production des biens et services. Donc, ce qu'on voit à partir de ce moment-là, en fait, c'est cette conjoncture-là qui, selon nous, donne lieu à l'émergence d'un nouveau stade du capitalisme, le capital algorithmique, qui est une forme d'accumulation du capital qui mélange ensemble, si on veut, les bonnes vieilles méthodes d'exploitation du travail. Si on a une approche critique, c'est comme ça qu'on décrit la valorisation d'un capitaliste, l'exploitation du travail salarié, mais aussi l'extraction de données des particuliers, des organisations, la valorisation de ces données-là. Ces deux processus de valorisation vont venir ensemble pour changer les configurations du système. Donc, à notre avis, on a un nouveau mode de capitalisme. C'est important de dire également que l'économie des données des algorithmes, ensuite, va se répandre dans tous les autres secteurs. Donc, aujourd'hui, même la finance est dominée par 3 grandes compagnies qui gèrent leurs transactions financières à l'aide de machines algorithmiques. Dans le secteur agricole, de plus en plus, les équipements agricoles sont robotisés, les technologies algorithmiques sont utilisées, le secteur des services, le secteur de la publicité, évidemment. Donc, c'est dur de trouver aujourd'hui, et j'ai posé la question à des étudiants qui travaillent en assistance de recherche avec moi, essayer de me trouver un secteur dans le monde aujourd'hui qui n'est pas viré à l'économie des données, c'est très difficile à trouver. Donc, l'économie des données s'est répandue dans toutes les autres activités économiques. C'est assez important, à notre avis. Donc, le néolibéralisme, à notre avis, n'est pas mort. Quand on a sorti le livre, on a un peu été pris à partie. Le néolibéralisme est encore important, on est d'accord. Mais d'après nous, il est englobé par une nouvelle logique, une logique qui n'est pas néolibérale, mais qui est algorithmique. Et plein de processus associés au néolibéralisme sont encore en effet. Par exemple, la financiarisation, on a encore tous des dettes. Vous et moi, j'en suis certain. Mais on a également une nouvelle logique algorithmique, un nouveau mode de valorisation qui englobe ces processus néolibéraux et les transforme. Donc, pour nous, c'est un peu notre thèse du passage au capitalisme algorithmique. Et peut-être que mon collègue va pouvoir creuser un peu plus cette nouvelle forme de valorisation des données, les nouveaux modes économiques. Parfait, merci. Mais merci d'avoir bien mis la table pour ça. En fait, donc, processus complexe. Donc, comment on passe d'une période à l'autre? Il y a beaucoup de facteurs en jeu, des modèles d'affaires, des révolutions technologiques, des transferts de capitaux, des nouvelles prouesses qu'on peut faire, des nouvelles façons d'accumuler de l'argent notamment. Et puis, peut-être, on pourrait passer à l'autre diapositive sur les stades du capitalisme avec un tableau qu'on a utilisé. Peut-être l'autre image. Peut-être je vais revenir sur celui-là plus tard. Non, l'autre encore, pardon. Il y en avait aussi, il y en avait comme 3, je pense. Peut-être plus loin. Peut-être c'est le dernier. Ah, c'est lui-ci, parfait. Aperçu historique dans les conditions générales de la production économique. Donc, le capitalisme a une très longue histoire. Ici, même, ça ne commence pas au 19e siècle, ça commence bien avant aussi, à partir du 17e siècle et tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle, en fait, on peut périodiser les différentes phases de développement de ce système socio-économique en fonction de différents critères. Mais là, ici, on a utilisé une certaine typologie, une certaine façon de catégoriser les différentes étapes d'évolution en fonction de comment est-ce qu'on produit de la richesse, en fonction de certaines technologies de production qui deviennent en quelque sorte indispensables. Aujourd'hui, on fait des expressions que quand nous, on lisait le livre, on a découvert ça. En fait, on dit des fois « data is the new oil ». Donc, les données, c'est le nouvel or noir parce que c'est une nouvelle source de richesse. Ou on parle aussi des fois l'expression AI is the new electricity. Donc, c'est l'électricité, on en met dans tout parce que c'est capable de faire plein de choses à la fois. Et ça va avoir quand même une influence. Ce n'est pas le seul critère qui va déterminer comment le système évolue du point de vue économique, mais ça va avoir quand même une influence. Et à chaque stade du système économique capitaliste, il y a quelque chose qui se met en place. Par exemple, dans les grandes périodes, quand on remonte à la fin du 18e, début 19e siècle, on a ce qu'on appelle le capitalisme industriel qui se met en place.
Et là, ça va au moins jusqu'à la période d'après-guerre. Et après ça, il y a la nouvelle étape qu'on appelle le capitalisme numérique. Donc, avec l'arrivée des ordinateurs personnels, la compagnie Microsoft, en fait, a été un peu là au début, même Apple aussi. On se souvient peut-être, il y a certaines prouesses qui ont été faites. La Silicon Valley, qui est née du complexe militaro-industriel dans les années 1950, et là, ça s'est déployé par la suite. Le capitalisme numérique, c'est peut-être l'appellation la plus large qu'on peut avoir. Et nous, notre titre du livre, on aurait pu, à la limite, dire on est dans le capitalisme numérique. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça. Mais pour nous, ce n'est pas juste le numérique en soi qui change les choses. Il y a ça a beaucoup changé de choses, le numérique. L'arrivée d'Internet, ça a bouleversé les choses. Puis même, il y avait un certain espoir au début de l'arrivée d'Internet parce que c'est un réseau horizontal, décentralisé. On est capable d'échanger de l'information. Il y a eu des choses horribles et belles qui se sont faites avec ça, notamment. Mais ça correspond le début d'Internet, le début du capitalisme numérique, avec cette phase qu'on a appelée le néolibéralisme, la financiarisation, la mondialisation. Donc ça, c'est comme la première phase du capitalisme numérique. Mais là, au tournant des années 2008-2010, on a basculé vers, en quelque sorte, le capitalisme numérique 2.0, qui a été, en fait, qui a pris son fer de lance à partir de nouvelles choses qui sont mises en place. L'intelligence artificielle étroite, l'apprentissage automatique, le deep learning s'est généralisé partout. L'info nuagique, le cloud, entre autres. Donc, en fond, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers ordinateurs, on avait nos disques durs, on avait nos clés USB. Ça existe encore, mais de plus en plus, nos données sont mises en ligne dans des centres de données qu'on appelle le cloud ou l'info nuagique, et on a accès à nos données via Internet, via le Wi-Fi ou autre chose. Mais ça, ce stockage massif de données, en fait, les plus gros joueurs dans le monde du cloud, c'est Microsoft, Google et Amazon, en fait, qui sont les trois pôles qui ont à peu près 75 à 80 du marché mondial du cloud. Et le cloud, c'est à partir de cette infrastructure-là qu'on est capable d'entraîner des intelligences artificielles, qu'on est capable de stocker des données, d'analyser, faire autre chose. Donc, il y a ça vraiment qui change lors de cette époque. Donc, ça, c'est une convergence technologique que certaines personnes ont utilisé comme expression la quatrième révolution industrielle. Nous, on l'utilise un peu parce que d'autres l'ont utilisé, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait, et qui fait en sorte qu'on est en train de basculer dans un nouveau stade. Donc, peut-être qu'on peut prendre à l'autre diapositive, revenir en arrière, 2 slides plus tôt, les stades du capitalisme. Donc, capitalisme mercantiliste, libéral industriel, régulé par l'État, néolibéral financiarisé. Le nouveau stade qu'on arrive, en fait, ce n'est pas uniquement au niveau de comment est-ce qu'on crée de la richesse avec des modèles d'affaires, c'est au niveau des en fait, des formes de marchandisation pour créer de la richesse qui devient prédominante. Donc, par exemple, avec des produits de luxe à une certaine époque, quand le capitalisme est né sur la base du colonialisme, avec extraction de ressources, avec l'arrivée de l'esclavage, notamment le commerce triangulaire, comme vous le savez, les biens de luxe extraits dans les pays du Sud global ramenés en Europe. Donc ça continue à exister encore, le colonialisme. Mais se surajoute le capitalisme industriel qui amène des biens de masse avec des chaînes de montage. Donc, on a automatisé le travail. Déjà à l'époque, l'automatisation qu'on voit aujourd'hui avec l'IA existait en quelque sorte lors de la période du capitalisme industriel. Après ça, ça s'est développé. Il y a eu l'arrivée de la financiarisation de l'économie. La finance existait avant, au 19e siècle. Même au début du capitalisme, il y avait des grandes banques qui existaient. Donc, la finance, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la place prédominante qu'elle a pris pendant une certaine période qui fait, OK, il y a quelque chose qui se joue à cet instant-là. Et chaque phase du capitalisme ne va pas remplacer ce qu'il y avait avant, mais va ajouter des nouvelles choses. Les formes dominantes de capitaux notamment, les relations entre les classes, entre la haute bourgeoisie, le prolétariat, des mots qu'on utilisait davantage avant. Maintenant, en fait, les élites économiques, la Silicon Valley ou ailleurs, changent de forme et les nouvelles formes de précarisation aussi. Donc, il y a plein d'éléments qui se mettent en place. Et nous, ce qu'on dit en fait, peut-être un peu qui est le côté original de notre travail, qu'on essaie de combiner à partir d'une vaste et très complexe littérature sur les théories critiques des technologies du numérique, c'est qu'on assiste à l'émergence d'une logique algorithmique, un certain principe général qui vient à influencer différentes sphères de la société et même les formes de gouvernement. Quand on parle par exemple d'État algorithmique, c'est une expression qu'on a utilisée, qu'on n'a pas beaucoup développée dans le livre, mais on essaie de décrire comment, en fait, les services publics, l'administration publique, même parfois les gouvernements de plus en plus se mettent à utiliser des dispositifs de systèmes décisionnels automatisés pour faire des choses. Par exemple, vous savez peut-être, au Canada, un nombre croissant de demandes de visas sont évaluées par des systèmes algorithmiques automatisés.
Donc, c'est plus des fonctionnaires où il y a des fonctionnaires qui sont là pour approuver ce que la machine a fait. Et aux États-Unis, en fait, il y a beaucoup de documentation pour, OK, est-ce que vous avez droit à un prêt bancaire ou un service public ou tout ça, c'est automatisé de plus en plus. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui touche le travail, l'économie, c'est comment est-ce qu'on va octroyer des formes de prestations de services à des citoyens et des citoyennes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change de ce côté-là. Et là, en fait, pour faire une histoire courte, puis pour mettre la table avant de passer encore la parole à mon collègue, comment se met en place cette logique algorithmique? À la thèse numéro 7 de l'ouvrage, on a 20 thèses différentes. C'est un gros livre, mais il y a 20 petits livres, en fait, dans ce gros livre. Donc, vous pouvez sauter d'un sujet à l'autre. On parle d'environnement, de travail, de démocratie. Dans le chapitre numéro 7, on dit les données massives, ce qu'on appelle le big data, et l'apprentissage automatique, en anglais, on parle de machine learning, ce sont les premiers moteurs du capital algorithmique. Ce qu'on entend par là, puis mon collègue en a glissé un mot déjà, c'est que le premier processus pour créer le capital algorithmique, c'est la datafication. C'est le fait non seulement de numériser des contenus, on pouvait le faire à l'époque de l'arrivée des différents ordinateurs, mais de datafier cette information-là. Et ça, c'est au tournant du début des années 2000. Et un des outils incroyables qui a accéléré ce qu'on appelle l'émergence du big data, les données massives, cette expression-là émerge autour de 2006-2007. Puis là, on parle du big data. Puis déjà, c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment, qui n'est plus vraiment à la mode, mais ça a été très, très à la mode il y a une quinzaine d'années. D'où ça vient le big data? De l'utilisation massive d'Internet, des interfaces, mais avec l'arrivée des médias sociaux notamment et des téléphones intelligents, des smartphones. Le iPhone a été lancé en 2007. Puis, en fait, c'est une drôle de coïncidence avec la crise financière mondiale de 2007-2008. Il n'y a pas de complot derrière. On a dit, hey, on lance l'iPhone, puis on fait une crise mondiale, puis on cherche à... Il n'y a pas d'acteur intelligent ou de groupe mesquin qui a fait ça, mais il y a une convergence historique entre deux choses, des développements technologiques, des processus économiques. Mais à cette période-là, quand on a généralisé les téléphones intelligents et les réseaux sociaux, la quantité phénoménale, le nombre de chances que les gens partagent d'eux-mêmes de leur vie s'est accéléré à grande vitesse. Et cette datafication-là, ces différentes données, comme mon collègue le dit, si on fait juste accumuler des données dans des disques durs, dans des centres de données, ça ne sert à rien. On va juste accumuler ça. Pour créer la richesse, il faut analyser ça, créer des produits prédictifs, analyser, créer des patterns pour comprendre comment les gens agissent. Et ça, c'est ce que Shoshana Zuboff, Z-U-B-O-F-F, pour celles qui ne la connaissent pas, a dit. En fait, il y a une accumulation d'un surplus comportemental. Donc, on va prendre des données comportementales, c'est-à-dire sur les comportements individuels. On va traiter de l'information pour prédire des comportements futurs par la suite. Et on va vendre ces différentes données-là à des annonceurs en faisant de la publicité ciblée ou à des data brokers, par exemple. Donc, ça, c'est une des façons de créer la richesse. Pourquoi, en fait, il y a du big data puis on extrait autant de données personnelles? C'est pour des raisons économiques, entre autres. Mais ce n'est pas juste ça. On peut vendre la publicité ciblée, puis ça, on le sait qu'on est un peu surveillé par nos différents appareils, objets connectés chez nous, le Google Home ou ainsi de suite. C'est des appareils qui sont en mode écoute constante. Il n'y a pas un être humain derrière qui sont toujours en train de nous écouter, nous espionner, comme à l'époque de l'URSS ou à l'époque de la guerre froide, par exemple. Quoique, il y a des reportages qui ont été faits sur le fait que parfois des employés d'Apple ont, en quelque sorte, accidentellement ou espionné des conversations, des rapports amoureux ou intimes, des chicanes de couple, parce qu'ils ont accès à ce qui se passe si vous avez ces micros ouverts chez vous directement. Donc ça, je ferme la parenthèse ici. Mais ensuite, en fait, ce qui arrive avec ça, c'est que ça sert à comprendre comment les gens agissent pour influencer leur comportement par la suite, mais ça sert, comme ça a été dit, à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle toujours plus automatisés, puissants, sophistiqués, qui nous permettent de faire des choses incroyables. Moi-même et nous deux, en fait, on utilise des technologies numériques pour écrire le livre. On a utilisé des outils. En fait, c'est extrêmement utile dans beaucoup de sphères. Par exemple, dans la traduction automatique, je ne sais pas si des gens ici ont utilisé DeepL, notamment, ou il y a Google Translate qui n'était pas très performant il y a 5-10 ans. Maintenant, en fait, c'est rendu incroyable. On peut traduire automatiquement, même avec la voix, la reconnaissance de la voix vers le texte, vers une autre langue. On est capable de faire des choses incroyables et il y a plein de choses merveilleuses. Mais derrière cette infrastructure-là, c'est aussi les grands joueurs du numérique, comme c'était dit, qui s'accaparent la majorité des bénéfices dans ce cadre-là. Et ce qu'ils font pour faire ça, c'est que les données sont extraites et ça va entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est
non seulement la marchandisation des données personnelles, d'une part, qui permet de créer de la richesse, mais c'est en quelque sorte une algorithmisation des processus. Ça peut être des processus industriels, par exemple, pour automatiser des usines avec des chaînes de montage. Il y a ça. Mais là, maintenant, ce qu'on voit apparaître avec l'arrivée de l'IA générative, le nouveau modèle avec ChatGPT, avec des images, des vidéos, de la musique qu'on peut produire automatiquement, c'est que là, maintenant, en fait, il y a des inquiétudes à avoir sur est-ce qu'on peut automatiser les cols blancs. En fait, les travailleurs de bureau comme vous et moi, les professeurs d'université. Et là, entre autres, ChatGPT, ça a eu une influence dans différents secteurs de la société, mais notamment les profs d'université, on l'a eu un peu dans la face sans s'en rendre compte, mais enfin, on ne pouvait pas le prévoir que ça allait arriver aussi vite. Des travaux, en fait, produits partiellement, intégralement par des IA. Est-ce que l'étudiant a compris ou non? Ça pose des enjeux éthiques. Je vais peut-être, dans la période de questions, on peut arriver à en discuter. Mais ça pose la question vraiment, est-ce qu'on peut automatiser avec des tuteurs qui vont devenir des professeurs personnalisés pour aider les étudiants qui n'ont pas accès à l'éducation ou c'est plus difficile d'avoir ça? Est-ce que ça permet de démocratiser l'accès à la connaissance? Est-ce que ça nous rend plus stupides en bout de ligne parce qu'on ne réfléchit plus par nous-mêmes, on demande à une IA de faire ça? Il y a des enjeux, mais ça pose des questions fondamentales. Puis ce processus-là d'automatisation des processus intellectuels humains, quand on va déléguer certaines décisions à des robots, à des machines ou ainsi de suite, ça pose des enjeux éthiques. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et pour nous, en fait, on n'est pas anti-technologie, anti-automatisation. On croit que des choses peuvent être automatisées, mais qu'est-ce qui va être automatisé ou non? Et là, c'est là la phase de algorithmisation qui se combine avec une automatisation partielle ou quasi complète de certains processus. Puis je vais conclure avec ça avant de laisser la parole à mon collègue, parce que ce n'est pas tout qui va être automatisé du jour au lendemain. En fait, il y a eu des études, des fois, par exemple, quand ChatGPT a été lancé, il y a eu des recherches, par exemple, de Goldman Sachs, fonds d'investissement américain, notamment, qui dit hey, ça va supprimer des millions d'emplois. Puis c'est un peu des chiffres sortis d'un chapeau comme ça, pour savoir, en fait, peut-être qu'on va perdre notre emploi. On prédisait, il y a par exemple 15 ans, que l'arrivée des voitures autonomes, des camions autonomes, allait supprimer les emplois des camionneurs, il n'y allait plus en avoir. Mais là, on attend toujours les véhicules autonomes. Ça commence à avoir lieu de plus en plus. Quand vous utilisez votre truc, puis hop, là, votre guidon fait ça tout seul, c'est une mini-intelligence artificielle de niveau 1 ou 2. J'ai été à San Francisco il y a un peu moins d'un an. Il y avait déjà des véhicules autonomes sans conducteur qui se promenaient dans la ville, qui étaient automatisés. Ça commence à arriver, mais ça prend du temps avant que ça arrive parce que c'est pas comme si la technologie existe, elle est implantée, elle se diffuse. Il y a des enjeux éthiques. Est-ce que des enjeux de sécurité, d'assurance? Est-ce que la société est prête? Est-ce que le niveau d'acceptabilité sociale de ces technologies est au rendez-vous pour permettre cette large diffusion? Donc, pour nous, en fait, cette automatisation qui va arriver dans nos vies, qui commence déjà à arriver, va se faire de façon inégale et combinée. On arrive, en fait, ce qui est bizarre, on arrive à une période où les prouesses technologiques sont hyper avancées. On parle de numériser ou d'amener l'IA dans le système de santé. On fonctionne encore avec le fax. Donc, il y a quand même, comme vous pouvez voir, il y a comme plusieurs stades de développement technologique qui cohabitent en fonction de contraintes administratives, en fonction de logique culturelle, en fonction de champs d'intérêt qui ne veulent pas changer leurs pratiques. Les radiologues, par exemple, pour lire des images, voir s'il y a le cancer ou non, les IA maintenant ont un niveau de succès plus élevé que l'être humain pour être capable de prévoir le cancer. Mais les radiologues, comme vous pouvez vous en douter, ils n'ont pas dit « OK, parfait, notre job, ça ne sert plus à rien, on s'en va, non, on veut garder nos emplois. » Donc maintenant, ça va être nous qui vont approuver, qui vont contre-vérifier l'IA, parce qu'il peut toujours y avoir des petites erreurs. Donc, ce n'est pas parce que l'IA est capable de faire des choses mieux que l'être humain que l'emploi disparaît au fur et à mesure. Puis pour conclure, en fait, avant de passer la parole à mon collègue pour vrai, il y a un spectre quand même dans cette logique algorithmique qui est celle du fully automated decision making, donc le processus décisionnel pleinement automatisé. Il y a des gens dans l'économie, dans le monde de l'industrie numérique, qui voudraient en quelque sorte qu'on soit capable de confier intégralement plein de processus à des robots, à des machines, qui n'aient plus besoin d'être humain pour vérifier ce qui se passe derrière, parce que l'être humain, comme vous le savez, on n'est pas parfait. On a plein de biais intellectuels, cognitifs. L'économie comportementale, la psychologie a montré à quel point on a des biais. Et là, on se dit peut-être si on est capable d'avoir des robots, des systèmes d'intelligence artificielle plus fins, plus précis, plus objectifs que l'être humain, peut-être on serait mieux de déléguer des décisions bonnes à ça. On pourrait dire, est-ce qu'on pourrait déléguer de la bureaucratie par des intelligences artificielles? Peut-être nos politiciens, qui pensent souvent en termes d'intérêt personnel, on pourrait automatiser nos politiciens, avoir un robot qui dirige la ville de Montréal, l'État du Québec ou du Canada. Est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Je ne pense pas que ça va arriver du jour au lendemain, mais il y a cette logique, ce spectre-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser? Qu'est-ce qu'on veut le faire ou non? Et un des dangers qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que ces décisions-là, ça ne dépend pas de vous et moi. Ce n'est pas dans un débat de société. C'est les grandes technologies numériques, les grandes entreprises du numérique et de l'IA qui déploient des technologies pour arriver le premier sur le marché,
pour dépasser leurs compétiteurs, puis qui vont souvent pas passer des garde-fous éthiques pour être le premier à arriver. Et là, ça pose des problèmes parce que ceux qui font ces choix de société, ce n'est pas les citoyens et les citoyennes, c'est ni les gouvernements, c'est les acteurs qui développent ces technologies, qui font des choix importants pour la société à notre place. Donc, qu'est-ce qu'on veut automatiser ou non dans la société? Ça pose des questions, mais pour nous, il faut remettre en question le modèle économique dans lequel on vit. Donc, l'automatisation, c'est un spectre, ça arrive déjà, on ne va pas tout automatiser. Et in fine, on va toujours avoir besoin d'êtres humains pour peut-être faire fonctionner cette affaire-là. Donc, je vais passer la parole à mon collègue. Oui, merci. Je vais parler un petit peu du travail. J'espère que ça devient plus clair pour vous également, ce lien-là très, très important entre la valorisation des données et l'extraction des données et l'automatisation des processus. Plus on en sait sur un processus, plus on a d'informations sur ce processus-là, plus on peut l'automatiser à l'aide d'algorithmes par la suite. Et ça explique un peu le déferlement de technologies extractives dans nos vies également. Si on veut avoir de l'information sur les gens, bien, je vais vous donner des exemples. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une application et une fois de temps en temps, après les fêtes, je fais un petit régime. Donc, je rentre dans mon application tout ce que je mange. Ça calcule mes calories. Je peux me faire un programme puis me dire, bon, bien, au mois de janvier, là, on va slacker un peu sur l'alcool et les desserts, disons, et puis on va perdre un peu de poids. Mais toutes ces données-là que je rentre sur mes modes de consommation, c'est des données, en fait, personnelles, souvent très intimes également. Là, je vous donne l'exemple d'une application, mais pensez à toutes les applications que vous utilisez, les médias que vous consommez, les communications que vous avez. Tout ça produit des données sur vous qui peuvent être extraites, qui peuvent bâtir une information sur vous qui a une valeur sur le marché. Ça peut aller aussi dans les appareils connectés que vous avez à la maison. On a des exemples dans le livre qui sont parfois à la limite entre le rigolo et l'épeurant. Par exemple, le Smart Bed, hein, c'est un modèle de lit qui est équipé de senseurs et puis qui va monitorer certains signes vitaux pendant la nuit. Par exemple, votre rythme cardiaque, si vous vous réveillez ou pas, votre rythme respiratoire. Et à la fin de la nuit, quand vous vous réveillez le matin, la machine algorithme, sur votre application, sur votre téléphone, vous fait un bilan de votre nuit. Vous avez bien dormi, mal dormi, vous êtes réveillé. En prenant en compte votre heure de coucher, qu'est-ce que vous avez mangé la veille. Et puis, bien, vous pouvez ajuster par la suite vos habitudes pour essayer de mieux dormir. Bien, toutes ces données-là sur votre sommeil, c'est des données quand même assez intimes, là, on s'entend, rythme cardiaque et tout ça, bien, ont une grande valeur sur les marchés auprès d'assureurs, par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment comme une logique économique autour des données. C'est ça qu'on essaye un petit peu d'expliquer, l'extraction. Les données sont monétisées par la suite. Et ça devient une image d'un veau d'or ici. Donc, on pourrait utiliser cette image-là. C'est une mine d'or, en fait. Je veux revenir un petit peu sur ce que mon collègue disait juste tout à l'heure sur les processus d'automatisation, par exemple, dans les processus de décision. Par exemple, au travail, par exemple, dans le secteur industriel, qui est de plus en plus automatisé. Les processus de production sont mis en place, décidés, poursuivis par des technologies algorithmiques. Et ça pose la question de la place du travail humain dans l'économie. Et je suis sûr que vous avez entendu un des discours très, très importants, un des discours dominants à l'heure actuelle, est celui qui dit que l'IA va ou risque à terme d'abolir le travail humain. Donc, on pourrait finalement, comme société, comme collectif, automatiser toutes les tâches, libérer les humains du travail, donc avoir des robots et des algorithmes qui produisent la nourriture, les biens et services. Et nous, les humains, bien, on pourrait en profiter pour passer notre temps, notre vie dans des loisirs, dans des activités choisies. Donc, une espèce de vie rêvée, une espèce de mythe qu'on a appelé, par ailleurs, au siècle dernier, le mythe de la société des loisirs. Et ça, c'est une vieille idée. Il y a des économistes au 19e siècle qui en parlaient, John Stuart Mill, par exemple, qui était témoin de la révolution industrielle et qui se disait, bien, avec toutes ces nouvelles machines, est-ce qu'un jour, on va pouvoir réduire le temps de travail des humains et libérer leur temps pour qu'ils puissent faire d'autres choses? John Maynard Keynes, au début du 20e siècle, avait la même idée. Karl Marx aussi en parlait au 19e siècle. Et force est de constater aujourd'hui qu'avec toutes nos machines, le nombre d'heures travaillées dans l'économie globale n'a jamais été aussi élevé. Donc, il semble avoir d'un côté un discours ou une intuition qui nous dit, bien, plus qu'on automatise les processus dans des machines, plus qu'on peut libérer du travail humain. Et donc, il y a ce discours-là qui nous revient avec l'IA. L'IA va automatiser, bon, on parlait des jobs de professeurs d'université, par exemple, ou de fonctionnaires, ou de n'importe quel emploi dans le secteur industriel qu'on pourrait automatiser. Donc, peut-être que l'IA pourrait abolir le travail.
Bon, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on se rend compte dans les faits, de l'introduction de l'IA et technologie algorithmique dans les secteurs d'emploi. Il y a quand même une petite historique, là, une petite banque de données qu'on commence à pouvoir colliger là-dessus. On commence à pouvoir, dans les études, par exemple, en sociologie du travail ou en économie, être capable de dégager certaines tendances qu'on voit. Et ce qu'on voit avec les processus d'automation des tâches, d'une part, en premier, c'est un phénomène d'intensification du travail. C'est-à-dire que lorsqu'on inclut des IA ou des algorithmes dans les tâches d'un employé, de façon générale, ça va hausser les standards de productivité. Et ça équivaut à une intensification du travail. Je donne un exemple. C'est avec ChatGPT, par exemple. Moi, seul, je peux corriger peut-être 10 copies d'examen à l'heure, mais avec ChatGPT, je peux en corriger 100. Bien, les risques, et ce qu'on remarque, c'est pas que je vais corriger 100 copies pendant ce temps je vais faire d'autres choses, c'est que mon employeur va me demander d'en corriger 100 maintenant. Donc, les standards de productivité associés aux emplois sont élevés avec l'introduction des IA. On appelle ça l'intensification du travail. Un autre phénomène qu'on remarque, c'est une reconfiguration des tâches, en fait, qui sont associées à certains postes. Donc, certains postes dans une entreprise ou dans le secteur public ou privé, il y a toujours une liste de tâches qui sont associées à ce poste-là. Certaines tâches vont être automatisées et les tâches associées au poste vont maintenant inclure des tâches de supervision d'IA, supervision d'algorithmes. Il y a des nouveaux postes qui sont créés aussi de directeurs, directrices de la transition numérique ou des choses comme ça. Donc il y a une reconfiguration des tâches d'emploi qui sont associées à certains postes et une espèce de partage, si on veut, des tâches entre les humains et les machines. Donc, ce n'est pas un remplacement des tâches, ce n'est pas une abolition des tâches des humains, mais une espèce de reconfiguration de la relation entre les humains et les machines dans l'exécution de ces tâches-là. On voit aussi avec les technologies algorithmiques au travail de nouvelles relations de pouvoir qui se mettent en place, notamment de nouveaux modes de surveillance des employeurs sur les employés et de nouveaux modes de surveillance des décideurs de certaines compagnies envers certains cols blancs également. Donc, avec les technologies, par exemple, ici à l'UQAM, il y a une des sommités mondiales sur la surveillance algorithmique au travail, Ariane Ollier-Malater, qui travaille ici à l'UQAM, qui a fait des études, par exemple, sur les logiciels qui sont déployés dans le contexte du télétravail pour surveiller les employés à distance. Donc, pour garder votre ordinateur ouvert, être sûr que vous êtes à la tâche. Les employeurs ont accès à vos courriels, savent à qui vous écrivez. Vous avez sûrement remarqué, là, si vous avez Teams ou ce genre de logiciel-là, il y a un petit rond rouge ou jaune ou vert. Comment ça fonctionne? Ça, c'est des fonctions d'attention à l'écran, par exemple. Il y a des manières de calculer si vous êtes attentif au travail ou pas. Donc, il y a toutes sortes de logiciels de surveillance qui sont déployés dans le contexte de télétravail, par exemple, qui reconfigurent un peu ou tendent à donner plus de pouvoir aux employeurs vis-à-vis des employés qu'auparavant, même si les techniques de surveillance et de discipline ne sont pas nouvelles, évidemment. Il y a un autre truc qui, moi, me tient à cœur beaucoup, c'est la dépendance qui se développe entre toutes les organisations de la société, j'ai envie de dire, là, les gouvernements, les organisations grandes et petites, les ONG, les universités, et nous, comme travailleurs, travailleuses, comme utilisateurs de ces technologies, on devient dépendant de certains gros joueurs pour la standardisation et les normes de notre travail. Et je vous donne un exemple. Je pense qu'on utilise probablement tous et toutes ici Microsoft Word. Ça fait quand même assez longtemps que c'est devenu la norme dans le traitement de texte. Il y a une histoire très, très complexe derrière ça. Ce n'est pas la seule façon d'écrire et produire un texte sur une page de 8,5 par 11. Et bon, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y a une standardisation des normes d'écriture. Dans toutes les entreprises, les gouvernements, les organisations, on utilise Microsoft Word. Si demain matin, et c'est le cas en fait, Microsoft, unilatéralement, décide d'ajouter certaines fonctionnalités à Microsoft Word. Par exemple, Copilot ou Copilot qui a été introduit récemment, qui est une espèce d'IA générative qui va venir aider à l'écriture, par exemple. Bien, du jour au lendemain, les standards d'écriture vont changer pour tout le monde. Si vous êtes habile avec ces technologies-là, vous pouvez gagner certains avantages dans la compétition avec d'autres travailleurs, travailleuses, par exemple, si vous êtes un pigiste. Si vous n'êtes pas habile avec ces technologies-là, par exemple, peut-être que ça n'ira pas bien pour vous dans votre performance au travail. Donc, tout ça provient d'une décision unilatérale de Microsoft d'introduire ces nouvelles normes-là. Et on pourrait faire une série de technologies que tout le monde utilise. La suite Office, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, qui donnent un pouvoir de dicter les normes et les standards au travail
à quelques compagnies, une poignée de compagnies, en fait. Et ça, c'est un problème. C'est un problème quand il y a une panne, par exemple. On a vu des pannes récemment dans des mises à jour de centres de données où tout à coup, ben là, la suite Office ne fonctionne plus pendant une demi-journée avec les troubles que ça peut occasionner. Donc, il y a aussi, et je ne veux pas passer sous silence le fait que certaines professions sont précarisées par l'IA. C'est un fait, c'est vrai. Notamment, on le voit dans l'industrie du doublage en ce moment au Québec, qui est presque complètement automatisée maintenant. On a vu, vous avez sûrement été au courant de grèves qui ont été très fortes là, aux États-Unis d'acteurs, par exemple, de scénaristes. Donc, il y a des professions qui sont menacées pour vrai. La profession de prof d'université, j'ose croire qu'on va garder notre travail, mais il y a certains secteurs comme ça qui sont à risque pour vrai. Mais il ne faut pas confondre certains secteurs comme ça qui peuvent être remplacés par des machines avec l'économie du travail au complet. Ce que mon collègue évoquait tout à l'heure, que le développement de l'IA et des algorithmes donne lieu à de nouvelles tâches pour les humains, c'est probablement l'idée la plus fondamentale lorsqu'on étudie le travail à l'ère de l'IA. Il y a de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes de tâches pour les humains qui émergent avec les technologies algorithmiques et l'IA. On parle beaucoup dans la littérature, on a un concept qu'on utilise, ça s'appelle le travail digital, qui est aussi parfois travail numérique. Et c'est une forme de travail qui est très, très importante et une forme de travail qui est complexe et inédite. Je vais vous donner quelques exemples de travail digital. Et c'est de plus en plus de tâches que les humains font, en fait, dans notre monde grandement technologisé maintenant. Une première forme de travail digital, on l'appelle le travail social en réseau. Ça, c'est le travail qu'on fait, vous et moi, à chaque fois, par exemple, qu'on va sur YouTube ou sur Facebook et qu'on commente du contenu, qu'on fait un post, qu'on produit du contenu pour la plateforme, qu'on fait un hashtag sur X for Twitter, par exemple. Hein? Ce qu'on fait quand on fait ça, bien, premièrement, produire du contenu, ça a une valeur pour la plateforme. On fait ça gratuitement, par ailleurs. Ça a une valeur pour la plateforme. Ça permet d'attirer des utilisateurs, de capter de l'attention. C'est des données qu'on produit pour la plateforme également. Qu'on annote du contenu, même chose. Donc, un travail social en réseau d'entretien des plateformes, qui est une nouvelle forme de travail, qui crée de la valeur pour les entreprises et les plateformes, mais qui est non rémunérée. Sauf pour quelques exceptions, les YouTubers, par exemple, qui vont recevoir un petit salaire, parfois plus grand également. Mais, règle générale, vous et moi, sur YouTube ou sur Facebook, sur Instagram, ne sommes pas rémunérés, et pourtant, nous créons une valeur pour la compagnie sous la forme de données de contenu. Donc ça, c'est le travail social en réseau, une nouvelle forme de travail digital. C'est comme un travail gratuit, on pourrait le voir comme ça. En économie, on parlerait plus d'une extraction de données qui participe au capital constant de l'entreprise, mais on peut le voir aussi comme un travail gratuit. C'est une idée plus simple. Le travail à la demande. Pensez à tous les nouveaux emplois, par exemple, les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo, DoorDash, toutes les applications de restauration Skip the Dishes. Pensez à toutes les plateformes qui mettent en contact des demandeurs et des donneurs de services. Handy, par exemple, c'est une grosse plateforme aux États-Unis. Vous avez un tuyau qui coule. Au lieu d'appeler le plombier, vous allez sur Handy et il y a une personne à tout faire qui va venir chez vous réparer pour quelques dollars. Donc, il y a une plateformisation du travail, on appelle ça le travail à la demande, qui tend à être un travail très faiblement rémunéré, précaire également, un travail qui n'est souvent pas reconnu comme un travail. Uber insiste que les chauffeurs Uber ne sont pas des employés, donc on n'a pas à respecter le code du travail. Ce sont des entrepreneurs qui utilisent leur propre véhicule de façon à faire des trajets pour les utilisateurs. Donc, il y a un nouveau rapport au travail par rapport à l'économie numérique qui est vraiment importante, et ça, c'est une autre forme de travail digital. Probablement le plus important, le plus méconnu, en fait, des travails digitales, c'est celui que mon collègue a évoqué plus tôt, qu'on appelle dans la littérature souvent le travail du clic, ou le micro-travail, ce serait le concept un peu plus scientifique pour en parler. C'est ce travail dont mon collègue parlait tout à l'heure, qui revient à faire de l'annotation de données, de la curation de contenu. L'exemple qu'il vous a donné tout à l'heure pour rendre ChatGPT politiquement correct, c'est-à-dire qu'on va sous-traiter la curation et l'annotation de contenu problématique à des employés, souvent dans le sud global, très faiblement payés. Le travail digital, le micro-travail et le travail de plateforme, c'est le marché du travail le plus en croissance depuis les 10 dernières années. Donc, la majorité des nouveaux emplois sont créés dans ces secteurs, le travail digital. Et c'est important de noter que ce travail-là est souvent un travail
qui, à l'exception des grands codeurs et des grands informaticiens qui travaillent chez Google, qui sont très bien rémunérés, des grands scientifiques de données qui sont très bien rémunérés, la plupart de ce travail digital-là est un travail très précaire, très faiblement payé, dangereux aussi. Faire la curation de contenu violent. On a vu, par exemple, dans l'exemple que mon collègue évoquait tout à l'heure de l'entreprise Sama qui avait sous-traité la curation de contenu à des travailleuses au Kenya. Il y a des journalistes qui, 1 an ou 2 ans plus tard, sont retournés voir ces gens-là qui avaient fait cette curation de contenu. Et les employés, les ex-employés, notaient des problèmes de santé mentale, de dépression, qui sont en fait des accidents de travail, là, si on y pense, et ont même monté une poursuite contre OpenAI par la suite pour une espèce de forme de maltraitance au travail. Donc ça, c'est quand même assez important, et je veux vous laisser sur cette idée de la société des loisirs. La société des loisirs, on peut la concevoir en fait comme cette idée de base où on va automatiser les tâches, pardonnez-moi l'expression un peu plus colloquiale, mais les tâches pas le fun. On va automatiser les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Les robots vont faire ça. On va automatiser les prises de décision. Et nous, les humains, on va faire des choses le fun. On va écrire de la poésie, on va jouer aux échecs, on va peindre, on va s'exprimer, on va s'épanouir comme être humain dans l'art, la culture, les relations sociales. Ça serait un bel idéal de société des loisirs. Moi, si vous me dites demain matin, vous n'avez plus besoin de travailler, les robots font ça, et vous pouvez vous lancer dans la lecture, l'écriture, la peinture, probablement la pêche, dans mon cas aussi, je dis go. Mais ce qu'on se rend compte avec le moment actuel de l'IA, c'est ce qui est automatisé, ce sont des tâches comme créer du contenu, ChatGPT et le poète. DALL-E, les logiciels de création d'images, par exemple, qui précarisent le travail des artistes, par exemple. Ça, on automatise le genre de tâches qui sont le fun, et on laisse pour les humains les tâches pas le fun, comme faire la curation de contenu, annoter des données. Donc, ce qu'on se dirige, c'est une société des loisirs, plus pour les robots, les algorithmes, qui vont faire des activités d'émancipation, des activités d'épanouissement. Et nous, les humains, on va livrer des colis, on va faire de l'annotation de données, on va regarder du contenu problématique à journée longue pour en faire la curation. Donc, je vous laisse sur cette pensée pour nourrir vos réflexions sur la phase d'automatisation actuelle. Une chose étant sûre, c'est que l'IA ne va pas abolir le travail. L'IA, au contraire, crée de nouvelles tâches pour les êtres humains. Et la question qu'on doit se poser collectivement, je pense, c'est quelles tâches on veut automatiser, quelles tâches on voudrait garder pour nous. Et avoir un intrant dans ces prises de décision-là, collectivement, je pense que ça serait important. Peut-être, en conclusion, je pense qu'on est en train légèrement de dépasser le temps, mais peut-être en 5 minutes environ. Donc, pour reprendre la balle au bond de mon collègue, les impacts que à la fois l'intelligence artificielle au sens étroit ou que le capital algorithmique comme processus qui intègre une logique économique axée sur le profit, la création de richesse, l'exploitation du travail, mélangée avec des technologies algorithmiques, ce vers quoi ça nous mène, en fait, c'est une société, justement, où ces processus-là, ils ont des impacts dans toutes les sphères, ou presque au moins. Et là, ce qui se passe, en fait, puis nous, au début de l'ouvrage, ce qu'on dit, c'est qu'il faut voir, en fait, comment fonctionne la société comme un tout. On n'a pas défini ici ce qu'on entend par capitalisme. On en a glissé un mot, on a parlé de comment on fait de l'argent dans les milieux financiers, on a parlé de comment est-ce qu'on extrait de la valeur avec les données personnelles. En gros, le capitalisme, comment c'est défini de façon très schématique, c'est souvent comme un système économique. Donc, c'est-à-dire comme une certaine façon de produire de la richesse dans le cadre de l'entreprise, des milieux de travail différents, qui est centré sur la plupart du temps sur la propriété privée des moyens de production. Ce qu'on entend par là, c'est la façon de produire la richesse. Ce n'est pas détenu par la société dans son ensemble, ni par des coopératives ou des OBNL, c'est détenu par des grandes entreprises privées notamment. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui fait en sorte que dans cette société-là, il y a ceux qui sont les propriétaires des moyens de production et ceux qui doivent travailler pour assurer leurs besoins, leur subsistance. Donc ça, c'est un des premiers critères. Autre critère aussi qu'on entend souvent parler, la question de l'économie de marché ou la marchandisation, qui est un autre critère aussi. C'est un système, contrairement peut-être à l'URSS ou à d'autres régimes dits du socialisme au 20e siècle, qui n'est pas centré sur la planification centrale de l'économie, mais vraiment sur des décisions décentralisées entre plusieurs acteurs. On voit que dans l'économie numérique, ce n'est pas juste la pure décentralisation. Il y a des grands joueurs qui monopolisent aussi la chose. Ça, c'est un autre enjeu. Mais généralement, le capitalisme, on dit, c'est quoi? C'est la propriété privée, marché,
mis ensemble, c'est ce qui structure le fonctionnement global de notre système économique, même si par ailleurs, dans ça, il y a des entreprises publiques, des sociétés d'État. Ici, on a la SAQ, Hydro-Québec et autres. On a des coopératives, l'économie sociale qui existe, mais qui représente 8 à 10 du PIB. Et la plus grande partie du PIB, c'est des petites, des moyennes et des grosses entreprises qui produisent de la richesse. Donc ça, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le capitalisme, c'est beaucoup plus que ça. Puis on se réfère à une autrice qui s'appelle Nancy Fraser, qui parle d'un ordre social institutionnalisé. Ce qu'on entend par là, c'est une formation sociale complexe dans laquelle le mode de production économique dépend de choses qui ne sont pas économiques. Par exemple, l'environnement. Si on n'avait pas d'écosystème, si on n'avait pas des ressources naturelles à extraire, on ne pourrait pas produire des appareils numériques intelligents. On ne pourrait pas même faire fonctionner la vie humaine. On a besoin, on est des êtres naturels en bonne partie, qu'on va avoir besoin de ressources, de transformer la nature pour être capable de vivre. Même chose pour le système économique. Donc, quand on va interroger l'interface entre le système économique et l'environnement, les écosystèmes, la nature dans son ensemble, on va voir qu'il va y avoir des contradictions, des tensions. Si le système économique doit toujours produire plus de marchandises pour accélérer la cadence, plus vite que le rythme de reproduction des écosystèmes, c'est là qu'on voit apparaître notamment la crise écologique. Donc ça, c'est une chose. Et là, quand on veut étudier l'impact du capital algorithmique sur l'environnement, on a une thèse, puis on ne pourra pas approfondir ça. Comment est-ce que l'IA et comment est-ce que ces grandes entreprises numériques et ces nouvelles technologies modifient notre rapport à l'environnement notamment? Est-ce que ça va permettre peut-être d'automatiser les choses pour améliorer les choses puis essayer de sauver le climat? Est-ce que ça va accentuer, empirer les choses? On parle par exemple, toute cette masse de données personnelles qu'on doit extraire, elles ont un poids énergétique. On doit les entreposer quelque part avec des centres de données qui consomment énormément d'énergie, parfois via l'hydroélectricité ou les énergies renouvelables, mais parfois par le pétrole, le gaz et ainsi de suite. Donc, l'empreinte carbone de l'infrastructure numérique est en train d'exploser à l'heure actuelle. Quand on écrivait le livre, l'empreinte de l'infrastructure numérique, du cloud et de tous les processus en tout était rendue équivalent à l'industrie aérienne. On dit des fois que il faut faire attention, moins prendre l'avion, ainsi de suite, mais ça pose la question de l'infrastructure numérique et là, il y a des projections multiples sur 2030-2050, le poids global du numérique et de l'IA qui ajoute une couche de complexité dans la chose, consomme beaucoup d'énergie, donc ça, c'est un des enjeux. Un autre enjeu sur lequel je vais aller vite, la question de la démocratie. Pour que le système économique puisse fonctionner, il y a besoin d'institutions publiques. S'il n'y avait pas d'État qui était capable de protéger la propriété privée, la propriété intellectuelle, s'il était capable de peut-être équilibrer ou de redistribuer minimalement la richesse, si on n'était pas capable d'avoir un système de santé, d'éducation, ainsi de suite, et que tout était intégralement privatisé, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, on a besoin, le système capitaliste a besoin de reposer en quelque sorte sur des institutions publiques et politiques qui lui permettent de fonctionner. Mais ça crée des tensions, évidemment, puis là, on en a évoqué un peu avec le numérique qui a des impacts à la fois sur le fonctionnement de l'administration publique, les gouvernements, l'État, et aussi sur la démocratie. La démocratie, c'est le fait qu'on vote pour des dirigeants élus dans le système représentatif, il y a ça, mais c'est ici comment on peut échanger, délibérer dans l'espace public. Et l'espace public, comme vous le savez, est extrêmement influencé par le fonctionnement des réseaux sociaux à notre époque. Et comment l'information vient à nous à travers des filtres, dans nos fils d'actualité sur les médias sociaux, dans lesquels environ 80 de la population a maintenant accès aux nouvelles à travers ces grandes plateformes. Ce qui arrive, c'est des filtres algorithmiques qui filtrent le contenu. C'est des systèmes de recommandation et ça personnalise le contenu. Ce qui a pour impact, en fait, quand on pousse la logique dans une direction, vu que les grandes compagnies, leur but premier, ce n'est pas de nous donner de l'information vraie. On pourrait penser à des entreprises, puis il y en a certaines qui existent, des entreprises numériques qui ont à cœur la circulation de l'information, l'approfondissement de la pensée critique et ainsi de suite. Aussi le partage de points de vue différents aux nôtres. Les grands médias sociaux actuellement, X, qui est possédé par Elon Musk, Meta par Mark Zuckerberg, ou ainsi de suite, c'est une économie de l'attention qui veut générer de l'engagement, du clic, et ça propage le sensationnalisme à un point tel, en fait, que plusieurs personnes disent que maintenant, les médias sociaux tels qu'ils fonctionnent, même si elles font un certain travail de modération de contenu, elles sont un risque pour la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les médias sociaux, c'est le mal, on peut faire plein de choses avec ça, mais ça pose un risque important. Donc ça, c'est un autre chapitre du livre, on ne peut pas approfondir sur ça. Et peut-être, dernière chose aussi qu'il faut prendre en considération,
le système économique, avec le travail salarié des entreprises, et ainsi de suite, repose ultimement sur le travail de reproduction de la société qu'on appelle en anglais le travail de care, le travail de prendre soin les uns des autres, de s'occuper des enfants, de s'occuper des personnes aînées, malades. Le système de santé, d'éducation, notamment, fait partie, en fait, des infrastructures de care, de soins, et c'est des systèmes qui sont mis sous tension par notre modèle économique. Et à l'heure actuelle, ça pose la question, est-ce que l'IA va pouvoir nous aider ou va nuire à la situation dans ce contexte-là? Et là se pose la question, par exemple, on dit, bien, pour les personnes aînées, marché très lucratif, les age tech, donc les technologies des personnes âgées ou les tech de l'âge d'or, on peut peut-être avec le lit automatisé, on peut peut-être envoyer un signal si quelqu'un a un risque de santé. Peut-être qu'il y a des usages extrêmement utiles de robots qui peuvent surveiller les personnes à la maison pour faire en sorte que d'autres puissent venir leur porter secours ou les aider s'il y a des besoins. Donc, il y a quelque chose de concret ici, mais en même temps, est-ce qu'on veut confier le travail de care à des robots, par exemple? On dit on a une pénurie de main-d'œuvre en soins infirmiers, en médecine, ou ainsi de suite. Est-ce qu'on va introduire plus de robots pour faire ça? Un autre enjeu, puis je vais conclure avec ça, la question de la santé mentale. On vit une époque, en fait, marquée par des crises. La pandémie a été difficile pour beaucoup de gens. On l'a eu rough, on peut dire en bon québécois. Et en fait, il y a aussi, parmi les jeunes, il y en a plusieurs, en fait, il y a une crise de l'anxiété. Et là, on dit, bien, on manque de psychologues dans le système public. Il y a des gens qui disent, bien, en fait, peut-être on pourrait avoir des robots, des assistants personnels qu'on pourrait entraîner pour aider les gens, puis ça serait une oreille attentive, entre guillemets, et on pourrait éventuellement dire, mais pour ceux et celles qui n'ont pas accès, c'est mieux que rien, vaut mieux passer par des robots, et ça va pouvoir répondre à des besoins concrets. Donc, peut-être on pourrait penser à la technologie va aider à résoudre la crise de santé mentale qu'on vit aujourd'hui. Mais pour nous, en fait, c'est un risque, puis on conclut avec ça, c'est que au lieu de passer par un imaginaire qu'on va apporter des solutions technologiques pour résoudre ou répondre à des problèmes sociaux complexes, il faut plutôt se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il faut interroger les causes de ces problèmes-là? Pourquoi est-ce qu'on vit autant d'anxiété à l'heure actuelle? Est-ce que c'est à cause de nos conditions de travail? Est-ce que c'est à cause parce que le système va trop vite? Est-ce que c'est parce qu'on manque de temps pour les uns et les autres, parce que notre revenu, avec le coût de la vie qui augmente, on travaille davantage, on est plus stressé, on tombe malade? Il faut interroger les causes profondes du système économique dans lequel on vit. Et c'est pourquoi, vers la fin, et on ne peut pas... ça serait l'objet d'une autre présentation. Quelles sont les pistes d'action, de solutions pour faire ça? Est-ce que ça peut être un peu portrait sombre comme vous avez fait aujourd'hui? N'inquiétez-vous pas, il y a beaucoup de solutions déjà existantes dans le système actuel. Il y a des pistes d'action, des choses qu'on peut faire. Mais une chose est certaine, il faut questionner le système économique dans lequel on vit. Et les grands joueurs du numérique n'ont pas intérêt à ce qu'on remette en question le système actuel au niveau économique et technologique. Donc, on va conclure peut-être avec ce point d'interrogation. Que faire maintenant face à cette chose? Oui. On a beaucoup de pain sur la planche, mais en fait, il faut questionner le mode de fonctionnement de notre système social et économique. Ce n'est pas juste l'économie, c'est la société, comment est-ce qu'elle fonctionne comme un tout. Et pour faire peut-être un placement de produit, dans notre livre, les 3 ou 4 dernières thèses explorent ces pistes-là de solutions. Donc, il y a des pistes dans la fin du livre. Merci. Merci.